Alors, l'effet de mode, peut-être. En tout cas, pour revenir sur le nombre, peut-être surtout sur l'importance, j'avais essayé de me livrer à une sorte de comptage pour savoir et pour évaluer, effectivement, parce que c'est effectivement un sentiment qu'on a, le fait que ce nombre d'albums traitant de l'écologie soit plus important. Alors, c'est très compliqué de pouvoir évaluer le nombre d'albums qui sortent, les nouveautés, etc. En tout cas, c'est compliqué, mais c'est long surtout. Donc, j'ai essayé de faire à partir de la sélection de la quinzaine du livre pour enfants, alors qui est déjà une sélection en elle-même. On choisit un certain nombre d'albums. Et j'ai regardé, par exemple, depuis 2015 jusqu'à nos jours, jusqu'à 2020, le nombre d'albums traitant justement de l'écologie. Et effectivement, en 2015, sur la sélection, il devait y avoir à peu près, on va dire sur 100 albums, si on reporte tout ça en pourcentage, sur 100 albums, il y a 3 albums qui traitent de thèmes écologiques. 2018, on est à 13. Donc il y a vraiment eu une explosion là, alors toute proportion gardée, ça ne reste que 13 albums sur 100, mais on voit bien que le thème est quelque chose qui devient très important. Alors est-ce que c'est un effet de mode ? Je ne sais pas, est-ce que l'écologie est à la mode ? En tout cas, c'est un sujet évidemment important, avec un intérêt fondamental. Alors peut-être qu'on peut situer son origine à 2008 dans les programmes scolaires, et dans les programmes scolaires, un impact du discours de Jacques Chirac de 2002, fameux discours où il lance la maison brûle, et donc où il va falloir prendre conscience véritablement et surtout agir pour le bien-être de la planète. Alors quand je dis impact sur les programmes, évidemment on sait très bien que les ouvrages, les albums pour enfants ont cette mission de vouloir être éducatifs et pédagogiques, de transmettre des valeurs, de transmettre une idéologie. Parmi ces idéologies, il y a forcément l'idéologie écologique. Et quand j'utilise le mot écologie, je l'utilise vraiment au sens premier du terme, celui utilisé à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire vraiment tout ce qui permet de mettre en place, tout ce qui va permettre d'imaginer une manière d'être sur Terre qui puisse à la fois, on va dire, mettre en relation l'homme et son environnement de façon à vivre dans une certaine harmonie. Il y a une idéologie écologique dans les albums, et dans les albums qui sont très contemporains. On peut trouver 2 types d'albums, je dirais, des albums qui sont plutôt prescriptifs. Et je veux parler, par exemple, de Au secours des Zoulou-Papou de Thierry Dedieu. Donc je prends dans cet album une image qui me semble très intéressante puisqu'elle est complètement liée, elle renvoie à une certaine intertextualité avec la place Tiananmen, mais c'est évidemment cette image de la pelleteuse qui est en pleine déforestation et ce personnage qui se pose en posture quasi christique devant cette pelleteuse. Là on est vraiment dans un langage prescriptif, il faut lutter contre la déforestation. On va retrouver la même chose chez Dedieu dans un album qui s'appelle La Bonne Pêche, où on a un bateau, le pêcheur, qui part tous les jours à la pêche, et à chaque fois qu'il revient, il ramène dans ses filets beaucoup de choses, mais pas beaucoup de poissons, mais machine à laver, vélo, enfin, tout un tas de déchets qui sont posés à la mer. Là encore, on est dans quelque chose de très prescriptif, finalement, ne pas salir la mer, etc. Et puis j'ai un autre album que moi je vais plutôt qualifié de subversif puisque le message n'est pas si clair que ça, c'est le message dans Tout doux, l'album Tout doux de Gaëtan Dorémus. On a ici un album qui est entièrement consacré au réchauffement climatique. Un ours polaire est sur sa banquise et il voit évidemment autour de lui, dans son igloo, tout fondre, voire même son habitat disparaître progressivement. Il est obligé de quitter en fait cet habitat pour ensuite arriver vers le responsable du réchauffement climatique, la ville. Alors, c'est tout un jeu de couleurs entre le rouge et le bleu, entre le chaud et le froid. Et puis, progressivement, il quitte, il va chercher un abri, et il va retrouver cet abri dans un igloo en bois. Donc lui, il ne va pas résister au réchauffement climatique, où là, il va trouver l'amour, évidemment. Il va fonder un ménage, avec une suite, l'automne tout doux est arrivé, et l'album se termine sur cette dernière image où on voit le dernier né en fait du couple en train de mettre une écharpe à un bonhomme de neige.
Alors quel est le message derrière? Finalement, est-ce que la solution au réchauffement climatique, c'est finalement de s'adapter? Est-ce qu'on condamne le réchauffement climatique? Enfin, il y a énormément de clés de lecture possibles. Et là, pour le coup, la réflexion est complètement lancée. Moi, je l'avais déjà proposé à des étudiants pour réfléchir justement sur le message par rapport à l'écologie. Et là, on a échappé au pugilat, puisque les avis étaient extrêmement partagés sur la portée de l'album. Est-ce qu'en fait, on était en train de dire le réchauffement climatique, finalement, c'est un état de fait et il n'y a rien à y faire, il faut s'adapter? Ou alors, justement, est-ce qu'il y a des choses à faire, et notamment l'urbanisation contre laquelle il faudrait lutter? Alors non, c'est justement pas un phénomène nouveau, c'est même très très ancien. On pourrait dire même d'ailleurs que l'intérêt pour l'écologie commence pratiquement avec les albums iconotextuels. Et le premier parmi les premiers, Macao et Cosmage, qui date de 1919, qui est un album qui a une portée idéologique très importante, puisque son auteur, Édile Legrand, pour rappeler rapidement, est un poilu, qui a fait la Première Guerre mondiale, et qui revient de ce choc énorme en ayant une pensée qui est très forte, avec un message très fort pour les enfants, qui est un message pacifiste, et surtout un message qui dit que finalement l'origine de la guerre est due principalement à l'industrialisation et à l'urbanisation. Et là, ça me renvoie tout de suite, si je dois faire en fait une sorte d'histoire de l'album et de l'écologie, à la première phase en fait de ce temps-là, qui est une phase qui va commencer à partir de 1919-1920, dont je situe la fin plutôt vers les années 1970, cette première phase parmi trois. Cette première phase, c'est vraiment une phase qui est urbanophobe. L'ennemi juré, c'est la ville. Et là, tous les albums que l'on va voir dans ces années-là, que ce soit Macao et Cosmage, pour rapidement rappeler l'histoire, on est sur un couple, on dit aujourd'hui un couple mixte, un blanc et une noire, qui vivent sur une île déserte quasi paradisiaque, j'enlève quasi, totalement paradisiaque, et qui va à un moment donné voir leur vie troublée, perturbée par l'arrivée d'un navire d'abord, et puis d'une population civilisée, occidentalisée, qui va transformer l'île très rapidement en une ville, où il va être très difficile pour Macao et Cosmage de trouver une place, respirer l'air bienfaisant des hauteurs. Donc ça, c'était ce qu'il y avait avant. Et lorsque arrive la civilisation, les collines sont changées, la nature entière fut courbée par la main de l'homme, la solitude n'exista plus, le travail fit un bruit d'enfer. Et là, on voit bien que c'est la civilisation qui interrompt le cycle naturel de l'environnement. Ça, c'est une première chose, mais on va retrouver la même chose, la même veine dans le roman des bêtes, par exemple, la collection du Père Castor, où finalement, ici, on va s'intéresser aux animaux et à leur habitat, et à travers leur habitat, leur habitation, et en essayant de vanter le côté naturel, encore en retour à la nature, sur ce côté-là, en évacuant évidemment le côté de la ville. Autre album que j'avais interrogé, c'est l'album Ma Petite Maison, ou La Petite Maison, pardon, de Virginia Lee Burton, qui est un album qui date de 1942, où là, très nettement, l'ennemi juré, c'est encore une fois la ville, puisque la petite maison vit paisiblement dans la campagne. Je pense qu'il y a une image qui est absolument magnifique, où on voit ces boucles autour de la maison, où le rural est évidemment encensé. Et puis très vite, on voit arriver l'urbanisation qui noircit en découpant et en lacérant finalement le paysage par le tracé de route. Cette nature, alors quand je mets nature, je le mets entre guillemets. Est-ce que la nature est encore naturelle? Est-ce qu'elle n'est pas complètement artificialisée? Et déjà en 1942. Et puis progressivement, alors là, le travail génial de Virginia Lee Burton, c'est de pouvoir jouer sur la mise en page, et que progressivement, finalement, on va voir la colonisation de la page de gauche. Voilà, et la ville prend de plus en plus d'importance jusqu'à ce qu'à un moment donné, la petite maison disparaisse. Donc là encore, c'est la ville qui devient l'ennemi juré, et ça va durer jusque dans les années 70, mais pour une autre raison. Là, on est plutôt dans la première phase, entre 20 et 70,
plutôt sur l'idée qu'à la campagne, on a la vraie vie. Je ne reprendrai pas cette sinistre formule « la Terre, elle ne ment pas », mais c'est un peu l'occasion, c'est un peu ça. Hein, finalement, on retrouve les vraies valeurs à la campagne. Et puis, en ville, finalement, la ville corrompt. Alors cette idée-là, elle va être véritablement accentuée à partir de 1970, où là, il y a une véritable prise de conscience. Alors, moi, je mets un accent sur une prise de conscience un petit peu avant tout le monde, c'est-à-dire, quand je dis avant tout le monde, je dis pour les albums de jeunesse, hein, à partir de 1966, Pierre Probst, qui est très connu pour la série des Carolines, on a un petit peu assez de Caroline d'ailleurs, il y a un moment donné dans sa vie où Caroline, il fait du Caroline depuis 1953, et il veut faire autre chose, et il décide de créer un nouveau personnage, c'est le personnage de Fanfan. Alors là, j'ai la version actuelle. Ici, on a une version, une des premières versions, chez Hachette, c'est aux éditions du Triomphe. Donc Fanfan, c'est le petit écolo. Le premier numéro, c'est Fanfan et sa péniche. Voilà. Et Fanfan, son papa est garde forestier, son père va lui donner une péniche qui va devenir une sorte d'arche de Noé, dans laquelle il va héberger, évidemment, on le voit en train de bouquiner des ouvrages sur la faune, sur la flore. Enfin, c'est quelqu'un qui s'intéresse véritablement à l'environnement, hein, et qui voit face à la montée des eaux, une crue, va essayer de protéger. Alors là, quand je parlais d'arche de Noé, on est complètement dedans, hein, il va sauver tous ces animaux de la crue. Et on a déjà une première image de la protection, évidemment, de la biodiversité, puisque c'était le cas. On va avoir un autre épisode qui va essayer de montrer Fanfan sauvant les animaux de l'incendie. Et là, on fait référence à toutes les vagues d'incendie qu'il y a eu dans les années 60, fin des années 60, notamment dans le sud de la France. Il va sauver l'ours de Camargue, les cigognes. Quand il va venir au secours d'une chèvre blanche, on nous montre les parcs nationaux et comment on doit se comporter à l'intérieur des parcs nationaux. Donc il y a véritablement, alors là pour le coup, une idéologie très forte, un pédagogisme je dirais même, hein, de façon à montrer aux enfants d'avoir un langage très prescriptif sur la conduite à tenir avec l'environnement. Alors ce qui est intéressant, quand je dis voilà, Pierre Probst c'est un précurseur, mais qui ne va pas être tellement entendu puisque la collection ne va absolument pas marcher. Et pour Pierre Probst, ça sera même une petite souffrance, hein, dans les années, à la fin des années 60, début des années 70. D'ailleurs, il abandonne complètement le personnage de Fanfan et il revient à Caroline, dans laquelle d'ailleurs il réinjectera quelques petites idées qu'il avait fait naître avec Fanfan. Donc précurseur, mais on voit très bien que finalement, à la fin des années 60, le discours, il ne passe pas véritablement, enfin on sait d'ailleurs qu'il ne passe pas véritablement. Hein. Moi, je renverrai par exemple le rapport Meadows, par exemple, qui apparaît dans les années 72, où on nous dit attention à la croissance peut entraîner de grosses difficultés par rapport non seulement à l'environnement, mais à nos propres ressources. Ce rapport-là passe pratiquement inaperçu, on va dire, même s'il a été édité en plusieurs millions d'exemplaires à travers la planète. Il y a très peu d'écho, en tout cas, surtout au niveau des politiques. Alors, très peu d'écho au niveau des politiques, sauf qu'on sait très bien que dans les courants des années 70, il va naître une écologie politique. Et là, pour le coup, la maison de Barbapapa, qui est toujours rééditée aujourd'hui, moi, c'est un album que j'adore, parce que quand on voit toute l'idéologie qu'il y a derrière, qui est une idéologie post-68arde, hein, quand même, Annette Tison et Talus Taylor se rencontrent à la terrasse d'un café en mai 68, hein, quand même. Ce sont deux personnes qui ont eu une éducation, enfin, Talus Taylor, si j'ai bonne mémoire, doit avoir fait des études d'ingénieur, enfin bon, ils quittent tout ça pour pouvoir se livrer à la littérature jeunesse et notamment lutter pour l'écologie, hein, évidemment contre tout ce qui peut être, contre n'importe quelle forme de pollution. Et alors dans la maison de Barbapapa, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais la ville est livrée aux pelleteuses, à la démolition, il faut quitter cette ville, et on offre au Barbapapa comme havre de paix la résidence des jardins suspendus, qui est en fait un grand ensemble, hein, dont on nous fait un portrait assez triste, hein, c'est-à-dire des cages à lapins, quoi, finalement, où là, vraiment, les Barbapapas sont il y a une grande tristesse, où la seule lucarne vers l'extérieur, c'est la télé. On a une vision quand même très
72, quand même, c'est très fort. Et donc la seule solution, c'est de quitter la ville. Et vous voyez encore la ville, là, non seulement elle corrompt les âmes, c'est ce qui était vraiment fort dans les années 20, mais là, elle corrompt tout, elle salit tout, elle pue. On voit bien qu'ici, les cheminées des usines sont en train de tout polluer, les eaux sont noirâtres. Évidemment, la solution, c'est le retour à la campagne. Et là, je renvoie à tout ce qui s'est passé dans le courant post-68, en 70, etc. Le Larzac, le fait de pouvoir partir loin pour pouvoir accéder à une vie naturelle, écologique. Et tout ça, c'est tout le courant, par exemple, qui naît, on va dire, à San Francisco en 68, le courant hippie, etc. On est complètement dans cette veine-là, dans les années 70, avec des ouvrages comme celui-ci. J'ai pas amené, mais on pourrait imaginer, par exemple, même le Père Castor, dans un ouvrage qui s'appelle Fleurs de béton, où on voit finalement la tristesse des grands ensembles. Et pour se sauver de cette tristesse des grands ensembles, il faut mettre des fleurs, il faut mettre de la nature, il faut supprimer le béton et faire apparaître de la végétation, la nature en ville, une des thématiques qui est aujourd'hui... alors là, pour le coup, dire très à la mode, l'enverdissement des villes, c'est quelque chose qui est quand même très fort. On pourrait retrouver exactement la même chose dans un album de 64 qui s'appelle « C'est le bouquet », où là encore, pour lutter contre la tristesse du béton, il faut remettre des fleurs. Flower power devient vraiment très important. Et puis donc la dernière étape, ou dernière phase, parce que après les années 70-80, la dernière phase, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est la phase qui prend naissance à partir de 2000-2002, en tout cas dans la littérature de jeunesse, avec des ouvrages très différents, des thématiques vraiment très très larges, avec des sujets, comme je dis, très très variés. Ça va de la biodiversité, en passant par, on l'a vu tout à l'heure, le réchauffement climatique, et en apportant des solutions, avec ce double langage dont je parlais tout à l'heure, à la fois prescriptif et subversif. Alors oui, comme je le disais, la particularité de cette période depuis 2000, c'est de sillonner en fait le sujet avec plein de thématiques très très différentes. Alors on pourrait faire une liste très très longue. Moi je vais essayer de me focaliser sur certains thèmes récurrents. Peut-être le premier, celui qui apparaît le plus, c'est évidemment le problème de la biodiversité. Alors, évidemment, c'est lié aux animaux. On sait que les animaux dans la littérature de jeunesse sont quand même très très importants. Mais cette question de la biodiversité est vraiment fondamentale. Alors là, j'ai la petite version, la version du petit album, il existe en grand format. C'est Étranges créatures. On est sur deux sujets, la déforestation. En fait, le fait que l'être humain abîme, supprime à certains endroits l'habitat des animaux. Et dans l'histoire, évidemment, les animaux se retrouvant sans habitat finissent par venir occuper le propre habitat de l'homme, de façon à ce qu'à un moment donné, on s'aperçoive bien que c'est quand même mieux si chacun est chez soi, et qu'il faut pour cela donc sauvegarder le premier habitat qui avait été supprimé. Donc là, préserver la biodiversité passe aussi par la préservation de l'habitat. Alors le sujet, on voit bien qu'il est lié aussi, on l'a dans Promenons-nous dans les bois, une énième aventure du petit chaperon rouge, là sous la forme d'un grand léporello, où là c'est la même chose, le petit chaperon rouge en se promenant dans la forêt constate avec effroi la déforestation qui évidemment va engager sérieusement la vie des animaux qui vivent à l'intérieur de cette forêt, et on voit à chaque fois ces animaux partir, donc biodiversité liée de manière pratiquement systématique avec le phénomène de déforestation. Ça, c'est une thématique qu'on retrouve de manière assez récurrente. Autre thématique qui apparaît, mais qui devient importante aussi, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, la thématique du réchauffement climatique. Alors, évidemment, il est toujours vu par rapport au pôle Nord, donc on a l'album dont je ne vais peut-être pas reparler, qui est l'album Tout doux de Gaëtan de Rémus, mais on pourrait penser aussi à l'album Plic-Ploc Banquise, où là, c'est le même principe, plutôt pour les plus petits, où là, on voit bien la difficulté que vont rencontrer à la fois les phoques qui vivent sur cette banquise, en perdant évidemment leur habitat. Alors, la dernière phrase de l'album est intéressante, puisqu'elle renvoie directement à l'action des êtres humains. Ils ne vont pas nous laisser comme ça, ils vont bien faire quelque chose, point d'interrogation. Donc, il y a
cette autre thématique qui est le réchauffement climatique. Puis autre thématique importante, c'est évidemment la gestion des déchets. Alors ça, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas avant, enfin, même dans les années 70. Ça pollue la ville, mais où vont les déchets? Bon, finalement, c'est pas vraiment le problème. Là, ça devient un réel problème. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la bonne pêche de Dieu. Je pourrais évoquer aussi Mon île. C'est un ouvrage qui évoque justement la pollution des océans et la naissance de ce 6e ou 7e continent, qui est un continent qui est fait de détritus. Donc on pourrait évoquer un autre album qui est Plasticus Maritimus, qui évoque aussi... alors, c'est un album, mais plus documentaire, on va dire, sur cette question de l'autre continent, qui est un continent qui serait formé uniquement de détritus. Et puis il y a cet album-là, chez Rue du Monde. Alors là, pour le coup, il y a peut-être quelque chose aussi d'intéressant, c'est que Rue du Monde, depuis très très longtemps, s'intéresse à l'environnement, et il en a fait un petit peu, alors je vous ai dit son fonds de commerce, en tout cas, il le fait très bien, hein, et il a à son service un certain nombre d'auteurs qui vont traiter de la chose. Ici, on est sur un album qui s'appelle Lavaltou, de Laurence de Kemeter. Et Lavaltou, on est dans des petits animaux qui peuplent les rivières. On n'est pas très très loin de la ville pollueuse, en arrière-plan. Et Lavaltou, c'est une sorte de machine un peu Nautilus, hein, qui avale tous les déchets de la rivière pour ensuite les recycler. Donc on est complètement dans la veine actuelle, hein, du recyclage et de la gestion de ces déchets. Idem, dans Changeons, de Francesco Giuttozzi, on est aussi dans la question de la pollution maritime, hein, et de cette gestion des déchets, puisque tout va à l'eau, et évidemment ça transforme complètement la ville. Heureusement, hein, encore une fois, la ville est pollueuse, hein, mais encore une fois, cette ville, lorsqu'on y plante des arbres, elle devient beaucoup moins pollueuse. Donc il y a des solutions qui peuvent y être apportées. Autre thématique récurrente, mais ça peut-être que je pourrais le développer un peu plus tard, c'est évidemment la question de la relation entre l'homme et la nature, entre l'homme et son environnement. Alors là, c'est le thème central de l'album de Didier Corny, du dernier album de Didier, enfin, pas le dernier album, de l'avant-dernier album de Didier Corny, La ville quoi de neuf, album primé, à Saint-Dié, entre autres d'ailleurs, Festival de la géographie, justement pour ses qualités prescriptives, et notamment le fait de donner des idées aux enfants sur comment, à une petite échelle, à plus grande échelle, on peut œuvrer pour que l'habiter soit meilleur et que la relation entre l'homme et son environnement se fasse de manière, comme je disais tout à l'heure, plus harmonieusement. Alors oui, enfin, il y en a même deux, si je peux me permettre. Le premier, c'est un album qui est sorti en 2018 chez Les Fourmis Rouges, qui s'appelle Tout en ordre. Tout en ordre, de Christopher Helgard. Alors, il est intéressant justement dans cette relation que l'homme doit entretenir avec son environnement. Monsieur Tout en ordre, puisque c'est son nom, Monsieur Tout en ordre, mais tout en ordre. Hein. Et l'album d'ailleurs, l'illustration est choisie pour ça. Tout est extrêmement géométrisé. Hein. Il habite une maison cubique, quasi cubique. Enfin, même s'il y a un petit peu de fantaisie dans les allées, enfin, tout est nickel. Hein. Il n'y a absolument pas de place pour les mauvaises herbes. Et puis quand il constate qu'au fond du jardin, il y a une forêt qui n'est pas tout en ordre, ben, il décide évidemment de la mettre tout en ordre. Voilà, et là, tout est en ordre. Sauf que cet ordre-là, qui est le sien, n'est pas celui des animaux qui vivent dans cette forêt. Et très vite, finalement, ils vont se rappeler à son bon souvenir. Voilà. Et finalement, la fin de l'album est justement de montrer comment l'homme et l'environnement peuvent vivre dans cette fameuse harmonie, dans un bain qui est le bain de la piscine. Alors on retrouve cette thématique-là dans cet autre album qui est, pour le coup, extrêmement récent, puisqu'il date de 2020, c'est très contemporain, on peut dire, qui s'appelle Forêt des frères, voilà, donc de Yukiko Noritake, chez Actes Sud Junior, je donne la marque, hein, mais l'idée, alors vous allez voir qu'elle est très voisine de Tout en ordre. Au départ, on a ces deux frères qui arrivent dans un endroit, un espace qui est végétalisé, hein, un environnement qui est donné, et on nous dit, par exemple, le texte est absolument très, très réduit, hein, une rencontre. Voilà. Donc les deux frères arrivent dans un endroit, sauf que
la forme de l'album nous interpelle. Évidemment, les deux frères ne vont pas vivre de la même manière leur arrivée sur cet espace. Et on nous dit d'ailleurs, hein, être ici, juste bien, penser à la suite. Être ici juste bien, donc on a un des deux frères qui va en fait être là comme avec une position qui est de laisser faire l'environnement et d'être le plus proche possible en harmonie avec cet environnement. Et dans le deuxième cas, une autre possibilité de vie, c'est le fait que l'homme va tenter de domestiquer cet environnement et d'imposer sa façon de voir sur cet environnement. Et évidemment, tout ça, ça va transparaître, alors sur des formes, pour un géographe, qui sont un vrai plaisir. Hein. Ici, on voit bien qu'on fait avec, on fait avec l'environnement, alors qu'ici, on a déjà un plan de ce qu'on imagine de l'espace à aménager, alors on fait des plans, effectivement, on fait des plans. Et puis arrive, évidemment, une construction, alors béton, tout bois, avec le bois des arbres pris, etc. Donc, deux solutions. Alors, je ne vais peut-être pas aller plus loin, parce que je pense que je vous laisse découvrir l'album, mais évidemment, on est sur ces deux voies. Hein, et où nous entraînent ces deux voies? Celle qui choisit de vivre le plus proche possible de la nature et de l'environnement, et celle qui consiste à imposer sa norme à la nature et à l'environnement, ce qu'on a vécu pendant très longtemps et qu'on est possiblement en train de changer en ce moment. Voilà, je vous remercie.